Bonjour, bonjour à tous. Alors, on est 20, on va attendre encore un petit peu. Bonjour Alan, tu enregistres? Mathias, d'accord, très bien. Bon, on est 27. Alors, on a encore une minute et on y va. Allez, on commence. Donc, aujourd'hui, on va faire un cours en deux temps. Premier temps, on va continuer vraiment la partie cours, avec le deuxième paragraphe sur la divisibilité par un nombre premier. On va voir ce qu'il y a de particulier euh, par rapport à la divisibilité euh, pour un nombre premier. On va voir que c'est très particulier. Et en déduire des termes importants qui nous serviront pour le paragraphe 3 qu'on fera la semaine prochaine. Et dans un deuxième temps, on va corriger ensemble les exercices que je vous avais donnés à faire pour aujourd'hui. Alors, premier temps, donc on commence avec les propriétés particulières par rapport à la divisibilité pour un nombre premier, ou par un nombre premier. Alors, ah bah oui, du coup, bon, c'est pas propriété 1, mais peu importe. Il faudra renuméroter, je m'en occuperai tout à l'heure. Donc, propriété, soit n un entier et p un nombre premier. Alors, ou bien p divise n, ou bien p est premier avec n. Donc ça, c'est vraiment, c'est là-dessus quasiment qu'on va baser tout le reste. Hein. C'est cette particularité, cette dichotomie, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux cas possibles quand vous avez un nombre premier p et un entier n. Soit p divise n, soit p est premier avec n. Alors on sait qu'en général, c'est faux. Par exemple, si vous prenez 6 et 9, ben 6 ne divise pas 9,
mais 6 n'est pas premier avec 9 puisqu'ils ont comme diviseur commun 3. Donc en général, cette propriété est fausse. Mais pour les nombres premiers, c'est vrai. Si P est un nombre premier, alors soit il divise un autre entier, soit il est premier avec cet entier. Alors la démonstration, elle est assez facile. On va introduire le PGCD de N et de P. Donc pour qu'un PGCD ça existe, il faut qu'au moins un des deux nombres ne soit pas nul. Et comme P est premier, il n'est pas nul, donc c'est bien défini. Alors, par définition, on sait qu'un PGCD, ça divise les deux nombres. Donc en particulier, D va diviser P. Mais P, c'est un nombre premier, donc ses seuls diviseurs positifs, c'est 1 et lui-même. Donc on n'a que deux cas possibles, ou bien P est égal à 1, ou bien P est égal à D. Si jamais P est égal à 1, ben ça veut dire que les deux nombres sont premiers entre eux, donc on est dans ce cas-là, P est premier avec N. Sinon, sinon ça veut dire que P est égal à D, mais par définition, on sait que D divise N, et donc puisque P égale D, P divise N. Donc on n'a que cette alternative-là, que ces deux cas possibles, ou bien P divise N, ou bien P est premier avec N. Ça va être une propriété extrêmement importante pour toute la suite. Alors ensuite, le lemme d'Euclide. Alors, ou plutôt je devrais dire un lemme d'Euclide, parce qu'on avait déjà vu un lemme d'Euclide dans le chapitre 3, qui disait que quand on faisait la division euclidienne de A par B, si on notait le reste R, alors l'ensemble des diviseurs communs de A et de B était le même que l'ensemble des diviseurs communs de B et de R. Et c'était la base de l'algorithme d'Euclide. Alors ça, c'est un autre lemme d'Euclide sur les nombres premiers, qui dit que si on prend deux nombres entiers A1 et A2, et P un nombre premier, alors P divise le produit A1 fois A2, si P divise le produit A1 fois A2, alors soit il divise A1, soit il divise A2. Donc, quand vous avez un nombre premier P qui divise un produit, il divise forcément l'un des facteurs du produit. Bon, là encore, ça, on sait que c'est faux pour des nombres quelconques. Hein. Par exemple, 6 divise 3 fois 4. Pour autant, 6 ne divise ni 3 ni 4. Mais 6 n'est pas premier. Alors, quand on a un nombre premier, ça va être vrai. Pourquoi? Eh bien, deux cas possibles. Soit P divise A1. Bon, ben, si P divise A1, la propriété est démontrée, puisqu'on est dans le cas où P divise A1. Sinon, si P ne divise pas à 1, d'après la propriété qu'on a démontrée juste avant, ça veut dire que P est premier avec A1. Mais s'il est premier avec A1, d'après le théorème de Gauss, on sait qu'il va diviser A2. Hein. Si un nombre P divise un produit et est premier avec l'un des facteurs, alors il divise l'autre. Ça, c'est ce que dit le théorème de Gauss. Donc ici, soit P divise A1 et on a fini, soit P ne divise pas A1, alors il est premier avec A1, et du coup, d'après le théorème de Gauss, il divise A2. Alors, exemple d'application de cette propriété, montrer que si on a des entiers A et B non nuls, alors le PGCD de A carré B carré, c'est le PGCD de AB au carré. Donc ça, a priori, ça n'a rien à voir avec les nombres premiers, mais on va voir qu'on va utiliser les nombres premiers pour le démontrer. On va poser D égale PGCD de A et de B, et grand D égale PGCD de A carré et B carré. Donc notre but, c'est de montrer que petit d égale grand D. Alors pour ça, on va écrire A égale D fois A' et B égale D fois B'. Donc, puisque D c'est le PGCD de A et de B, on sait qu'on peut toujours trouver des entiers A' et B' qui vérifient cette égalité. Et de plus, on sait que ces deux entiers A' et B' sont premiers entre eux. Ça, on l'utilisera à la fin de la démonstration. Alors, par théorème, grand D, qui est le PGCD de A carré et B carré, je remplace A par A'D', B par B'D, pardon, et A'D. Je les mets au carré, et là j'ai un facteur commun D carré, et je sais par théorème que je peux le mettre en facteur du PGCD. Donc ça me donne D carré fois PGCD de A' carré B' carré. Donc, si je veux montrer que grand D égale petit d au carré, ce qui est demandé dans l'exercice, eh bien, il faut que je montre que le PGCD de ces deux nombres-là ici, A' carré B' carré, est égal à 1. Ça, c'est ce qu'on doit prouver. Alors, supposons que ce PGCD ne soit pas égal à 1, dans ce cas-là, il vaut au moins 2. Et puisqu'il vaut au moins 2, par la propriété 4, je crois, qu'on a vu la semaine dernière, propriété fondamentale, on sait que, alors c'est pas la propriété 1 du coup, hein,
il admet un diviseur premier. Il admet un diviseur premier, puisque tout nombre entier au moins égal à 2 admet un diviseur premier. Du coup, ce nombre P doit diviser A' carré et B' carré. Mais alors, puisque P divise A' carré c'est A' fois A'. Or, on vient de dire que quand un nombre premier divise un produit, ça veut dire qu'il divise un des facteurs du produit. Donc, quand le produit c'est un carré, eh bien, ça veut dire qu'il divise un des facteurs du carré, mais comme les deux facteurs sont les mêmes, eh bien, ça veut dire qu'il divise le nombre lui-même, le nombre qui est mis au carré. Donc, si un nombre premier divise A' carré, ça implique qu'il divise A'. Et pareil, s'il divise B' carré, il divise B'. Du coup, il divise le PGCD des deux, mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ces deux nombres sont premiers entre eux par théorème, donc on aboutit à une contradiction, puisqu'un nombre premier P, qui est donc au moins égal à 2, ne peut pas diviser 1. Donc ça veut dire que l'hypothèse ici qu'on a faite est fausse, donc le PGCD est égal à 1, et donc j'ai bien grand D égale D au carré. Des questions sur cet exercice? Non? Ça va, je vais pas trop vite. Vous me le dites hein, si jamais je vais trop vite dans mes explications, dans la lecture du PDF. Hein. Faut pas hésiter à me dire. Hein. Ok, très bien. Oui, Adrien, c'est pas grave, t'inquiète pas. Le principal, c'est que tu sois là. Ah oui, apparemment, il y a des problèmes de connexion. Ok. Et personne n'a de problème de micro, non? Parce que ce matin, j'ai des élèves qui n'arrivaient pas à entendre. J'ai 3 élèves qui n'arrivaient pas à avoir le son. Là, vous avez tous le son correctement. Alors, ok. Alors, on continue avec le corollaire suivant, qui sera fondamental la semaine prochaine. On considère trois nombres premiers cette fois-ci, P, Q1, Q2. Donc, P, Q1, Q2 sont tous les trois des nombres premiers. Alors, si un nombre P divise Q1 fois Q2, il est forcément égal à l'un des deux. Il vaut forcément Q1 ou Q2. Alors ça, c'est une implication directe du lemme d'Euclide, puisque si P divise le produit Q1 fois Q2, d'après ce qu'on vient de dire, ça veut dire que soit P divise Q1, soit P divise Q2. Mais comme Q1 et Q2 sont des nombres premiers, leur seul diviseur, c'est 1 et eux-mêmes. Mais P, par hypothèse, est un nombre premier, donc il n'est pas égal à 1. Donc s'il divise Q1, il est forcément égal à Q1, et s'il divise Q2, il est égal à Q2. Et la propriété, le corollaire est démontré. Second corollaire, soit A1 et A2, deux entiers, et P un nombre premier. Alors P est premier avec A1 et avec A2, si et seulement si P est premier avec le produit. Donc un nombre est premier avec deux entiers si et seulement si il est premier avec leur produit. Alors pour démontrer ça, en fait, on va démontrer la contraposée de chaque implication. Donc là, j'ai une équivalence, j'ai un si et seulement si. Donc si j'ai une équivalence, ça veut dire que j'ai deux implications. Si P est premier avec les deux nombres 1 et A2, alors il est premier avec le produit. Et réciproquement, s'il est premier avec le produit, alors il est premier avec A1 et avec A2. Et pour montrer ces deux implications, je vais montrer à chaque fois la contraposée. Et pour ça, il faut faire une remarque fondamentale, qui est que d'après la toute première propriété d'aujourd'hui, la première propriété d'aujourd'hui, c'était que un nombre premier P, soit il divise un entier n, soit il est premier avec n. Il n'y a que deux possibilités. Donc ça veut dire que le contraire de dire que P est premier avec n, c'est dire que P divise n. Bon, ça évidemment, en général, pour un nombre quelconque, c'est faux. Mais c'est vrai pour des nombres premiers. Donc pour un nombre premier, P divise n et P est premier avec n, ce sont deux propositions qui sont contraires l'une de l'autre. Ça va être important pour bien écrire la contraposée de mes implications. Alors, si je suppose que P divise A1 ou A2, donc vous voyez là, je prends le contraire de cette implication. Là, P est premier avec A1 et avec A2,
le contraire de ça, c'est dire qu'il divise à 1 ou qu'il divise à 2, hein. Le contraire de et, c'est ou. Et pour un nombre premier, le contraire de p est premier avec, c'est p divise. Donc là, je prends le contraire de la première propriété. Et je vais montrer que le contraire de la deuxième est vrai. Donc le contraire de la deuxième, ça va être quoi? Ça va être que P divise le produit A1, A2. Bon, ben ça c'est évident, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit un nombre premier pour que ce soit vrai, hein. Si P divise A1 ou P divise A2, alors il divise tout multiple de A1 ou tout multiple de A2, et donc en particulier, il divise le produit A1 fois A2. Donc ça c'est vrai pour n'importe quel nombre. Et donc par contraposition, et là j'ai besoin qu'il soit premier par contre, hein, s'il est premier avec le produit A1, A2, alors il est premier avec A1 et avec A2. Alors maintenant, je fais la réciproque, donc je suppose le contraire de la deuxième propriété. La deuxième propriété, c'est P est premier avec le produit, donc le contraire, c'est P divise le produit. Donc je suppose que P divise A1 fois A2. Et donc, d'après le lemme d'Euclide, s'il divise A1 fois A2, il divise A1 ou il divise A2. Et donc, par contraposition, si il est premier avec A1 et avec A2, donc ça c'est le contraire de cette propriété-là, alors j'ai le contraire de ma supposition. J'ai le contraire de P divise A1 A2, donc P est premier avec A1 avec A2. Donc en fait, si on regarde ce que j'ai démontré moi comme théorème, j'ai démontré que P divise A1 fois A2 si et seulement si P divise A1 ou P divise A2. Et la contraposée de ces deux implications, on pourrait parler de contraposée d'une équivalence, c'est de prendre l'équivalence où on nie les deux propriétés. Donc ça me donne P premier avec 1 et A2 si et seulement si il est premier avec le produit 1 fois A2. Donc on a montré l'équivalence. Alors, remarque importante, je ne vais pas le faire en détail, mais ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. À chaque fois que vous avez une propriété de divisibilité qui est vraie pour deux nombres, vous pouvez la généraliser par récurrence pour n nombres. Donc, à la fois la propriété 2 d'aujourd'hui et les corollaires 4 et 5 d'aujourd'hui, ils se généralisent par récurrence. C'est-à-dire, si vous avez un nombre premier P qui divise un produit A1 fois A2, etc., jusqu'à AN, eh bien, ça veut dire qu'il divise l'un des nombres A2, A1, etc., jusqu'à AN. Donc, vous pouvez utiliser le lemme d'Euclide sur plus que deux nombres. Ça se prouve très facilement par récurrence. Alors, exercice pour terminer la partie cours. Montrer que si P est un nombre premier, alors P est premier avec factoriel P-1. Donc factoriel, on en a parlé la semaine dernière, c'est le produit de tous les nombres de 1 jusqu'à n, factoriel n. Donc ici, factoriel P-1, c'est le produit de tous les nombres de 1 jusqu'à P-1. Et donc cette propriété me dit que si P est premier, alors il est premier avec la factorielle de P-1. Alors ça, évidemment, si P n'est pas premier, c'est faux, hein. Par exemple, si vous prenez 6, eh bien 6 n'est pas premier avec factoriel 5, puisque factoriel 5, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et dans 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, il y a 2 fois 3. Donc il y a 6. Donc 6 va diviser factoriel 5. Mais par contre, c'est vrai si P est premier. Alors pourquoi? Considérons un nombre premier P. Alors, ce que je dis, c'est qu'aucun des nombres 1, 2, etc. jusqu'à P-1 n'est un multiple de P. Puisque les multiples de P, les multiples positifs de P, c'est 0, puis P, puis 2 fois P, puis 3 fois P, puis etc. Donc entre 0 et P, je n'ai aucun multiple du nombre P. Donc tous ces nombres-là, 1, 2, 3, etc., jusqu'à P-1, ce ne sont pas des multiples de P. Et donc, comme ce ne sont pas des multiples de P, grâce à la généralisation par récurrence de la propriété 1, P est premier avec chacun de ces... Non, c'est pas une généralisation, pardon, là je ne suis pas avec la généralisation. P, excusez-moi, P n'est pas un multiple, 1 n'est pas un multiple de P, 2 n'est pas un multiple de P, etc. Donc j'applique pour chacune de ces affirmations la propriété 1. Donc puisque 1 n'est pas un multiple de P, ça veut dire que P est premier avec 1. Puisque 2 n'est pas un multiple de P, ça veut dire que P est premier avec 2. Puisque 3 n'est pas un multiple de P, P est premier avec 3, etc. Donc j'applique plusieurs fois la propriété 1. Et
ça me dit que donc P est premier avec chacun des nombres 1, 2, 3, etc. jusqu'à P-1. Et c'est là maintenant que j'utilise le corollaire 5 généralisé par récurrence. Puisque P est premier avec chacun de ces nombres, il est premier avec leur produit. Donc il est premier avec 1 fois 2, etc. jusqu'à P-1. Et donc il est premier avec factoriel P-1. Donc voilà une petite application rapide de ce corollaire 5, mais cette application, on s'en servira dans 15 jours. Il faudra la garder de côté, parce qu'elle nous servira pour démontrer le tout dernier théorème du cours. Alors, je pense que j'ai terminé sur cette partie du cours. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Donc en gros, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est basé sur la première propriété qu'on a vue, cette dichotomie, cette dualité qui est que un nombre premier, soit il divise un entier, soit il est premier avec cet entier. Et c'est ça qui engendre toutes les propriétés qu'on a par la suite et qu'on va réutiliser la semaine prochaine. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, je passe à la correction des exercices. Alors, j'ai pas remis les énoncés, donc ayez votre livre avec vous. Si vous ne l'avez pas, je vous laisse 1 minute pour le prendre et j'attaque la correction dans 1 minute. Alors, on y va. Donc, exercice 33, page 27. Donc, l'énoncé, c'était: peut-on trouver deux nombres premiers consécutifs? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Peut-on trouver deux nombres premiers consécutifs? 2 et 3, oui. Est-ce que vous avez trouvé d'autres exemples que 2 et 3? Non? Est-ce qu'il y a d'autres exemples que 2 et 3? C'est impossible, oui. C'est impossible de trouver d'autres exemples que 2 et 3 parce que, voilà, si vous prenez deux nombres consécutifs, parmi ces deux nombres consécutifs, il y en a forcément au moins un qui est pair. Et donc, si vous avez un nombre premier pair, ça ne peut être que 2. Donc, ça veut dire que le seul nombre pair de votre ensemble de nombres consécutifs, c'est 2. Donc, ça laisse que deux possibilités, 1 et 2 ou 2 et 3. Mais on sait que 1 n'est pas premier, donc ça ne peut pas être 1 et 2. Donc, du coup, c'est forcément 2 et 3. Donc, c'était le seul exemple possible. Donc, c'est ce que j'ai écrit, les deux nombres 2 et 3. Alors ensuite, on vous demandait, peut-on trouver trois nombres consécutifs premiers? Donc, il y en a bien 2 et 3. Est-ce qu'on peut en trouver 3 consécutifs? Alors, la réponse est non. Et à mon avis, le plus simple pour le prouver, c'est de dire, j'appelle ces trois nombres consécutifs P, P plus 1, P plus 2. Je suppose qu'ils sont premiers. Alors, je fais une disjonction de cas. Premier cas, si P est premier, si P égale 2. Si P égale 2, eh bien dans ce cas-là, ça voudrait dire que P plus 2 est égal à 4. Mais du coup, 4 n'est pas premier, donc c'est pas possible. Donc ça veut dire que je suis forcément dans le cas où P est plus grand que 2, strictement. Mais si P est strictement plus grand que 2, parmi les trois nombres P, P plus 1, P plus 2, on en a forcément un qui est pair. Et il est pair et il est plus grand que 2, puisque déjà P est plus grand que 2. Donc P plus 1 et P plus 2 sont aussi plus grands que 2. Donc dans ma liste P, P plus 1, P plus 2, j'ai un nombre pair plus grand que 2, donc il ne peut pas être premier. Donc aucun de ces trois nombres n'est premier. Donc il n'existe pas trois entiers consécutifs premiers. Alors, vous voyez que ce n'est pas très intéressant en fait de se demander s'il existe des nombres consécutifs qui sont premiers. Alors, par contre, une question plus intéressante, c'est de se demander s'il existe des nombres consécutifs dans la liste des nombres impairs qui sont premiers. Alors, est-ce que parmi les nombres impairs, si on se restreint aux nombres impairs, dans cette liste-là, il y a des entiers premiers consécutifs? 11 et 13, par exemple, oui.
3 et 5, 5 et 7, oui. Est-ce que vous avez d'autres exemples? 17 et 19, oui, ça marche aussi. Très bien. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle des nombres premiers jumeaux. Donc, les nombres premiers jumeaux, c'est des nombres qui sont premiers et qui se suivent dans la liste des nombres impairs, c'est-à-dire dont l'écart qui les sépare est égal à 2. Alors, ça paraît une question, enfin, ça c'est un concept qui n'est pas très compliqué, la notion de nombre premier jumeau. Et bien pour autant, aujourd'hui, on ne sait toujours pas s'il en existe une infinité ou pas. C'est-à-dire que là, vous m'en avez donné quelques-uns, 3 et 5, 5 et 7, 11 et 13, 17 et 19. Bon, on peut en trouver d'autres. Euh, Est-ce que cette liste des nombres premiers jumeaux s'arrête ou pas? Eh bien, on n'en sait rien. Aujourd'hui, on ne sait pas si il existe une infinité de nombres premiers jumeaux ou pas. Des questions sur ce premier exercice? Alors, ensuite, il y avait l'exercice 82, qui était le petit frère de celui qu'on avait fait ensemble dans le cours la semaine dernière. Donc, vous aviez un polynôme du second degré, n carré plus 18n plus 77, et on demandait, enfin plutôt, oui, on demandait de montrer que ce nombre en était premier pour aucune valeur de l'entier naturel n. Alors, l'idée, c'est exactement ce qu'on a fait en cours la semaine dernière, c'est de prendre un entier n et de factoriser f de n. Alors, on peut remarquer que f de n, il a pour racine moins 7 et moins 11. Donc, soit vous le voyez, soit vous le calculez avec le discriminant, hein. Et donc, on peut le factoriser en n plus 7 facteur de n plus 11. Et donc, du coup, si ce nombre-là était premier, ça voudrait forcément dire qu'il y a un des deux facteurs qui vaut 1. Mais comme n plus 7, c'est toujours plus petit que n plus 11, ce facteur, ça ne peut être que n plus 7. Mais n plus 7, il est forcément plus grand que 1, il est même plus grand que 7, hein. N plus 11 aussi. Donc aucun des diviseurs n'est égal à 1, donc le nombre ne peut pas être premier. Donc pour n entier naturel, f de n n'est pas premier. Alors la question d'après, c'était peut-on trouver un entier? Donc un entier, c'est un entier au sens entier relatif. Alors quand on accepte les nombres négatifs, dans ce cas-là, on peut trouver un entier n pour lequel f de n est premier. Alors, comme n plus 7 est plus petit que n plus 11, j'ai toujours la même factorisation, et si ce nombre-là est premier, eh bien ça veut forcément dire que son plus petit diviseur ici, c'est 1. Donc ça impose que n plus 7 soit égal à 1, donc que n soit égal à moins 6. Et réciproquement, on vérifie, si on fait f de moins 6, ça fait 1 fois 5, donc ça fait 5, et 5 est bien un nombre premier. Donc conclusion, oui, il existe un entier relatif, mais il en existe un seul, c'est le nombre moins 6, qui est tel que f de n soit un nombre premier. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Pas de questions. Ok, alors on passe à l'exercice suivant, le 85. Alors ça, c'est un exercice un peu plus... Enfin, il n'est pas forcément très long à rédiger, mais c'est un peu plus difficile parce qu'il fallait avoir une idée, il fallait penser à quelque chose, et il fallait surtout pas essayer de résoudre l'équation avec le delta et tout ça, parce que là, on s'en sort pas. L'idée qu'il faut avoir, en fait, c'est de dire, on va donner un nom aux deux. Donc, la question, c'était P et Q sont deux nombres premiers, et on suppose que l'équation x carré moins px plus q égale 0 admet deux solutions dans grand N. Et on nous demandait de trouver petit p et petit q. Donc là, ce qu'il fallait utiliser, c'est le fait que si on appelle n1 et n2 les deux racines entières, les deux solutions entières de l'équation, je peux toujours supposer que n1 est plus petit que n2. Alors, je sais que je peux factoriser mon polynôme en x moins n1 facteur de x moins n2. Mais si je développe cette factorisation, ici, ça fait x fois x égale x carré. Après, je vais avoir x fois moins n2 et moins n1 fois x. Donc si je factorise par x, ça fait moins, entre parenthèses, n1 plus n2 fois x. Et puis il reste moins n1 fois moins n2, ce qui fait plus n1 n2.
Et donc ça doit être égal à ce polynôme x carré moins px plus q. Mais il y a unicité des coefficients pour un polynôme, donc ça veut dire que ça impose que le nombre p soit égal au nombre n1 plus n2, et que le nombre q soit égal au nombre n1 fois n2. Et c'est là qu'on va pouvoir utiliser le fait que q est un nombre premier. Puisque q est un nombre premier, ça veut dire que forcément, un des deux, puisqu'on l'a écrit comme un produit de deux entiers, un des deux entiers est égal à 1 et l'autre est égal à q. Mais j'ai supposé que n1 est plus petit qu'n2, donc ça impose que c'est n1 qui vaut 1 et que c'est n2 qui vaut q. Mais alors, je sais que p c'est n1 plus n2, donc p va être égal à q plus 1. Et donc ça veut dire que p et q ils se suivent, puisque j'ai que p égale q plus 1. Or, on a vu dans l'exercice 33 que les seuls entiers premiers consécutifs, c'est 2 et 3. Donc, les seuls nombres p et q tels que x carré moins premier, tels que x carré moins px plus q égale 0 et deux solutions entières, c'est 2 et 3. Donc, si vous prenez d'autres nombres premiers que 2 et 3, les solutions de cette équation ne seront jamais des nombres entiers. Des questions ? Non, pas de questions. Alors, on continue. Il y avait ensuite le 86. Alors, le 86, on nous disait montrer que un entier n est premier, que si un entier n est premier, alors l'entier n plus 7 n'est pas premier. Alors, pour ça, on va faire une disjonction de cas, on va faire deux cas possibles. Premier cas, si l'entier n, c'est 2. Si l'entier n, c'est 2, alors n plus 7, donc ça fait 2 plus 7, ça fait 9, et donc, c'est pas un nombre premier. Sinon, si n n'est pas égal à 2, alors il est forcément impair, hein, puisqu'on a vu que le seul nombre premier pair, c'était 2. Et donc, si n est pair, n plus 7 est impair, pardon, n plus 7, c'est un impair plus un impair, donc c'est un nombre pair. Et il sera forcément strictement plus grand que 2, puisque n est positif, j'ajoute 7, c'est même au moins égal à 7. Et donc, c'est un nombre pair strictement supérieur à 2, il ne peut donc pas être premier. Donc, dans tous les cas, que n soit égal à 2 ou que n soit impair, n plus 7 n'est pas un nombre premier. Donc, ça prouve bien ce qu'on nous demandait. Alors, deuxième question, la réciproque de la propriété précédente est-elle vraie? Donc, quelle est cette réciproque? La réciproque, c'est pour tout entier naturel n, si n plus 7 est premier, n'est pas premier, pardon, alors n est premier. Alors, est-ce que c'est vrai cette réciproque? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Personne pour la réciproque? C'est pas très très difficile, hein. C'est faux, oui, Eden. Tu as un contre-exemple? Oui, il suffit de prendre 1. Si on prend n égale 1, alors on a 1 plus 7, ça fait 8, qui n'est pas premier. Et pour autant, 1 n'est pas premier. Camille, tu proposes n égale 28. Si on fait 28 plus 7, ça fait 35. 35 n'est pas premier, puisque c'est 7 fois 5. Et pourtant, 28 n'est pas premier. Oui, c'est très bien aussi, ça marche. Pas de problème. Donc, il y a plein de contre-exemples qui prouvent que cette réciproque est fausse. Alors, troisième exemple, l'implication. Si n est premier, alors n plus 11 est composé. Est-ce que cette implication est vraie? Qu'est-ce que vous en dites? C'est faux, Élise. Un contre-exemple? 2, oui. Si on prend n égale 2,
Alors, on va avoir 2 plus 11 qui fait 13 et 13 est premier, donc il n'est pas composé. Est-ce qu'il y a d'autres contre-exemples? Est-ce que certains ont trouvé d'autres contre-exemples? Personne? Bah, tant mieux parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et pourquoi il n'y a pas d'autres contre-exemples? Eh bien exactement pour la même raison que ce qu'on a fait ici. Parce que si vous avez un entier n et qui est impair et que vous faites n plus 11, eh bien le résultat sera pair. Donc exactement pour la même raison qu'ici, hein, si on prend un entier premier n qui n'est pas égal à 2, il est impair, et n plus 11 sera pair, donc il ne sera pas premier. Donc c'était le seul contre-exemple possible, de prendre n égale 2. Alors on termine par le 88. Alors le 88, on nous disait montrer l'implication suivante pour tout nombre premier p strictement supérieur à 3. Si p est premier, alors 8p carré plus 1 est composé. Alors vous aviez une aide en encadré en dessous qui on vous disait de raisonner selon le reste dans la division par 3. Alors, soit p un nombre premier strictement supérieur à 3 et j'appelle R son reste modulo 3. Alors j'affirme que ce reste ne peut pas être égal à 0. C'est ça le point fondamental qu'il fallait remarquer. Pourquoi est-ce que ce reste ne peut pas être égal à 0? Parce que si ce reste était égal à 0, par propriété plutôt, ça voudrait dire que 3 divise P. Mais P, c'est un nombre premier qui est strictement supérieur à 3, donc il ne peut pas être divisible par 3. D'accord? Donc, si P est premier, plus grand que 3, alors son reste dans la division par 3 ne peut pas être égal à 0. Donc du coup, ce reste, il est soit égal à 1, soit égal à 2. Et on va regarder ces deux cas. Alors si ce reste vaut 1, donc ça veut dire que P il est congruent à 1 modulo 3. Comme on sait que la congruence c'est compatible avec les multiplications et les additions, si P est congruent à 1 modulo 3, 8P carré plus 1 va être congruent à 8 fois 1 au carré plus 1. Donc ça, si on calcule, ça fait 8 et 1, ça fait 9, 9 modulo 3, ça vaut 0. Donc ça prouve que 8P carré plus 1 est divisible par 3. Et donc, puisqu'il est divisible par 3 et qu'il est strictement plus grand que 3, hein, puisque P lui-même est plus grand que 3, ce nombre ne peut pas être premier. Et dans le cas où R égale 2, c'est exactement la même chose. Si R égale 2, P est congruent à 2 modulo 3, donc 8P carré plus 1 va être congruent à 8 fois 2 au carré plus 1 modulo 3. 2 au carré, ça fait 4. Fois 4, ça fait 32, plus 1, ça fait 33. Et 33, c'est 3 fois 11, donc c'est divisible par 3. Donc c'est congruent à 0 modulo 3. Donc si R égale 2, j'ai encore une fois que 3 divise 8P carré plus 1. Et donc, pour le même argument que tout à l'heure, 8P carré plus 1 ne peut pas être un nombre premier. Donc j'ai montré que dans tous les cas, si P est... Ah oui, j'ai démontré que 8P carré n'est pas premier, mais comme 8P carré plus 1, 8P carré plus 1 n'est pas premier, mais comme 8P carré plus 1 est au moins égal à 2, j'en conclus qu'il est composé, puisque je vous rappelle qu'un nombre composé, c'est un nombre supérieur ou égal à 2 qui n'est pas premier. Alors, pour finir, on nous demandait est-ce que la réciproque est vraie? Donc, que dit la réciproque? La réciproque, c'est pour tout nombre premier p strictement supérieur à 3, si 8p carré plus 1 est composé, alors je peux en déduire que p est premier. Puisque là, on a montré que si p est premier, alors 8p carré plus 1 est composé. Donc, la réciproque, c'est si 8p carré plus 1 est composé, avec p strictement plus grand que 3, alors p est premier. Alors, est-ce que cette réciproque est vraie? Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc, Élise, c'est faux pour 2. Sophie, est-ce qu'on peut prendre un contre-exemple? Ben oui, ça va être vrai pour tout P. Donc, pour montrer que c'est faux, il suffit de prendre un contre-exemple. Alors, Élise, on ne peut pas prendre 2 parce que notre P doit être plus grand que 3. Avec 4, oui. Si on prend 4, par contre, ça va marcher. Donc, Sophie, on ne peut pas prendre P égale 1, hein, parce que P doit être plus grand que 3. Mais bon, ben, on prend le premier nombre plus grand que 3, c'est 4, et on regarde. 4 au carré, ça fait 16. 8 fois 16 plus 1, on trouve que ça fait 129. Et 129, bah, ça fait 3 fois 43. La somme des chiffres, 1 plus 3 plus 9 est divisible par 9, donc c'est divisible par 3. Et donc ce nombre est composé, pour autant 4 n'est pas un nombre premier. Donc ça prouve que la réciproque est fausse. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors, attendez encore une seconde. Je suis en train de relever tous les présents. Et on aura fini pour aujourd'hui. Donc, ne vous déconnectez pas tout de suite. Ok, voilà. Donc, je vous remercie. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Je vais vous mettre tout ça en ligne comme d'habitude, des exercices à faire pour la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, on continuera avec le cœur du chapitre, la décomposition des entiers en produits de facteurs premiers. Donc, on verra ce que ça veut dire, comment on fait et à quoi ça sert. On verra que c'est extrêmement utile, extrêmement performant. Voilà. Pas de questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne après-midi. Bon courage pour la physique pour les TS1. Et puis les TS2, je vous retrouve demain vers 11h. Alors, j'ai un cours à 10h avec les secondes. Je pense qu'il sera fini avant parce que je ne pense pas qu'il durera 1 heure. Mais voilà, si jamais je n'ai pas tout à fait terminé à 11h, vous m'attendez jusqu'à ce que j'arrive, mais ça ne sera pas très long si jamais je déborde un peu. De toute façon, vous avez SVT juste avant, avec Madame Dallène. Voilà, ok. Donc pareil, si elle déborde un peu, c'est pas très grave. Donc bonne semaine pour les TS1 et puis à demain pour les TS2. J'ai mis les corrigés des exercices pour les TS2. Hein. Donc vous pouvez aller regarder les corrigés des exercices. Demain, on enchaînera sur le cours directement. Ah, les TS3, oui. Toujours j'appelle les TS2. Donc bonne semaine pour les TS1 et à demain pour les TS3. Allez, au revoir à tous.